On a tous déjà marché dans les rues d'une ville et ressenti ce truc très immédiat. Une impression d'abondance ou, à l'inverse, une impression de grande fragilité. On voit des places fraîchement rénovées, des parterres de fleurs impeccables, des caméras dernier cri. Et face à ça, on conclut super vite qu'une commune a juste plus de moyens qu'une autre. Mais en fait, cette richesse de façade cache l'un des mécanismes financiers les plus fascinants de la gestion publique. Bienvenue dans cette exploration où l'on va décoder ensemble l'illusion de la richesse visible dans les communes wallonnes. Alors, plantons le décor tout de suite avec une image très concrète. Imaginons un instant les rues de Nivelles, dans le Brabant wallon, où l'on croiserait un policier qui patrouille sur un Segway ultra moderne. C'est l'image même de la modernité, pas vrai? Et la question qui saute aux yeux, c'est de savoir pourquoi ce type d'équipement de pointe semble tout à fait normal ici, mais paraîtrait complètement absurde, voire impensable, dans certaines communes beaucoup plus fragiles du bassin du Hainaut. Pourquoi on a un tel fossé d'une ville à l'autre? Face à ce contraste, le premier réflexe, très humain, c'est de chercher les responsables. On se dit, si Nivelles a des segways et qu'une autre commune n'arrive même pas à boucher les nids de poules, c'est juste que les élus gèrent bien d'un côté et très mal de l'autre. C'est un raccourci hyper tentant. Mais en réalité, c'est faux. L'explication est beaucoup plus structurelle, bien plus profonde et honnêtement, bien plus intéressante à décortiquer. Mais alors avant d'aller plus loin, d'où vient vraiment l'argent de nos communes? Pour comprendre, il faut regarder sous le capot. Avant même de s'offrir le moindre gadget technologique ou de planter un seul arbre, une ville doit faire rentrer du cash. Et en Wallonie, il y a deux piliers monumentaux prévus pour 2025. D'un côté, on a l'impôt des personnes physiques, le fameux IPP, qui pèse pour environ 1,36 milliard d'euros. Rien que ça. Et de l'autre, le précompte immobilier qui représente 1,245 milliard d'euros. À eux seuls, ces deux flux d'argent, c'est le véritable moteur financier des villes. Mais attention, il y a un énorme piège. Avoir un taux d'imposition élevé, ça ne garantit pas du tout de grosses rentrées d'argent. Le vrai secret, c'est ce qu'on appelle la base fiscale. En clair, c'est la richesse réelle des habitants et de l'immobilier. Si une commune taxe à fond, mais que ses habitants ont des revenus très modestes, eh bien le rendement restera faible. Par contre, une commune avec des résidents aux revenus confortables, des belles villas ou des zonings économiques dynamiques, elle va littéralement empocher beaucoup plus d'argent. Sauf que, et c'est là qu'on plonge sous la surface, il y a le poids de ce qu'on appelle les charges invisibles. C'est la fameuse théorie de l'iceberg. Avoir des recettes faramineuses ne veut absolument pas dire qu'on a un pouvoir d'achat illimité. Regardons les dépenses ordinaires des communes wallonnes. On a environ 41% du budget qui est directement englouti par les frais de personnel. Ensuite, boum, 30% supplémentaires s'envolent dans des transferts obligatoires vers le CPAS, la police et les pompiers. Ce sont des obligations légales, on ne peut pas y couper. Ce qui reste à la fin, une petite tranche de 29% pour rembourser la dette et faire tourner la ville au quotidien. Et derrière ces pourcentages, c'est une réalité très concrète. En moyenne, les communes wallonnes déboursent 212 € par habitant juste pour financer leur CPAS. C'est le prix de la réparation sociale. Donc, plus une commune fait face à la précarité, plus elle doit puiser dans ses caisses pour soutenir ses habitants fragiles. Et fatalement, c'est autant d'argent en moins pour investir ailleurs. À cela, il faut ajouter 188 € en moyenne par habitant pour la dotation à la zone de police. Bah oui, la sécurité, ça tourne en continu et ça a un coût énorme. Le budget de la commune continue de s'évaporer avant même d'avoir pu envisager de refaire les trottoirs du centre-ville. Et pour compléter ce trio, on ajoute encore 42 € par habitant pour les zones de secours, donc les pompiers et les ambulances. Imaginez une commune très étendue ou avec de gros sites industriels à risque, la facture grimpe encore plus vite. Ce sont des fardeaux structurels colossaux, totalement invisibles quand on se balade le dimanche matin. Le point vraiment crucial ici, c'est que cette richesse qu'on perçoit visuellement dans la rue, c'est en fait l'argent qui a réussi à survivre à ce parcours du combattant. Les communes qui ont l'air prospères, ce sont juste celles qui, une fois qu'elles ont payé toutes ces dépenses incompressibles, gardent une marge mathématique suffisante pour s'offrir du visible, des parcs, des caméras ou des super véhicules. Ce qui nous amène au grand paradoxe de nos communes. Le fait est que toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne face à ces fardeaux. La géographie et l'histoire leur donnent des rôles totalement différents. Prenons deux profils diamétralement opposés. D'un côté, la commune résidentielle, revenus élevés, peu de précarité, presque pas d'urgence sociale. De l'autre côté, la ville-centre. Elle a l'hôpital, la gare, les grands commerces. Toute la journée, elle accueille des milliers de navetteurs qui abîment ses routes, utilisent sa police, génèrent des déchets, mais qui rentrent tranquillement le soir payer leurs impôts dans leur commune résidentielle. La ville-centre paye donc plein pot pour des infrastructures utilisées par des gens qui n'y contribuent pas. Et la liste des inégalités est encore longue. On peut penser à une grande commune rurale qui doit entretenir des centaines de kilomètres de route avec très peu d'habitants pour payer.
Ou encore aux dettes monstres héritées du passé industriel, sans oublier un détail qui change la donne, la capacité administrative. Une commune avec une solide équipe de fonctionnaires sera beaucoup plus performante pour monter des dossiers béton et capter des millions de subsides régionaux ou européens. Alors, comment tout ça s'articule quand un acteur privé géant entre en scène? C'est ce qu'on va voir avec le cas fascinant de Peri Daiza. La commune de Brugelette, qui accueille ce célèbre parc zoologique, est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Accueillir une telle méga-structure, c'est à double tranchant. Côté pile, la commune encaisse de super recettes comme la taxe de séjour, le précompte immobilier ou des taxes sur l'emploi. Mais côté face, les coûts explosent. L'afflux de millions de touristes demande une gestion de la mobilité infernale, de l'entretien routier permanent et des renforts de police. À la fin, ce qui compte vraiment, c'est le solde net entre ces deux colonnes. Et les chiffres donnent vraiment le vertige. En 2023, les différentes contributions de Peri Daiza s'élevaient à près de 700 000 euros. Concrètement, ça veut dire qu'un seul acteur privé finance à lui tout seul plus de 11% du budget ordinaire de toute la commune de Brugelette. C'est une manne financière incroyable. Sauf que, quand les finances d'une commune dépendent à ce point d'une seule entreprise, le risque de dépendance politique devient un sujet chaud. Par exemple, quand il a fallu discuter de l'augmentation de la taxe de séjour pour 2026, cela a fait l'objet de discussions en amont avec le parc. Et fatalement, ça inquiète. On touche là à l'équilibre hyper délicat entre l'enrichissement local et l'indépendance politique d'une commune. Finalement, quel est le vrai visage du budget communal ? Si on assemble toutes ces pièces, on est obligé de changer radicalement notre façon de juger l'espace public. L'apparence de la richesse, c'est une équation en 3 étapes très strictes. Étape 1, on accumule les recettes brutes, selon les habitants et la géographie. Étape 2, on retire méthodiquement les charges invisibles, donc le CPA, la police, les routes, la dette. Et ce n'est qu'à l'étape 3 qu'on obtient la fameuse marge d'action nette. C'est uniquement cette marge qui permet le confort visuel dans les rues. Du coup, il faut vraiment tordre le cou à cette idée reçue qui dit que les différences entre les villes viennent seulement de bons ou de mauvais élus. La beauté, la modernité, l'équipement qu'on admire, c'est très souvent, en fin de compte, le simple reste mathématique d'une équation structurelle, géographique et sociale ultra complexe. Et c'est justement cette mécanique cachée qui rend l'économie de nos communes si captivante. Pour conclure, il suffit de garder cette seule idée en tête, et c'est vraiment le message central. Quand on voit un policier en Segway, on ne voit pas seulement un Segway. On voit peut-être une base fiscale, une zone de police, un CPAS, des dettes, des subsides, des choix politiques, et tout ce qui reste invisible dans le budget communal. Une perspective qui change complètement la façon dont on regarde nos propres villes.